Moins d'une semaine, vendredi, on en a parlé il y a quelques minutes, une cyberattaque à base de virus rançonneur a fait, et vous avez sûrement vu ces films qui sont passés sur les réseaux sociaux en quelques minutes. C'était assez impressionnant, 200 000 victimes et 150 pays touchés, en un claquement de doigts quasiment. Est-ce que c'est exceptionnel uniquement par l'ampleur que ça a connue? On a le sentiment que c'est finalement une attaque assez simple techniquement, c'est sa massification qui est impressionnante? Peut-être plusieurs commentaires là-dessus. Il y a plusieurs de vos confrères qui m'ont demandé bon, alors, qu'est-ce que ça fait de vivre la plus grande cyberattaque de tous les temps. En fait, non. Des opérations, ce qu'on qualifie d'opérations à l'ANSSI, c'est-à-dire des cas graves que l'on traite avec des administrations ou des entreprises avec de vrais impacts en termes économiques, en termes de sécurité nationale, on en traite une vingtaine par an. C'est l'ordre de grandeur. Et WannaCry, ce n'est pas une de ces 20 opérations. Donc ça vous laisse comprendre, sans rentrer dans les secrets, qu'il y a beaucoup plus grave que WannaCry. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est pas simple? Bon, des rançongiciels, on en a régulièrement. Vous en avez peut-être aussi, malheureusement. Ça fait partie de cette pollution qui arrive avec les réseaux. Hein. C'est malheureusement presque fatal. L'histoire de WannaCry est quand même intéressante, parce que la faille exploitée est particulièrement intéressante pour un attaquant. Je ne résiste pas à l'envie de vous rappeler que cette faille, elle a été révélée il y a quelques mois par un groupe qui s'appelle Shadow Brokers, qu'il avait lui-même volé à la NSA, manifestement. Donc ça pose des tas de questions, ça, sur qu'est-ce que l'on fait de ces failles, est-ce qu'on les révèle, est-ce qu'on ne les révèle pas, quels sont les liens que doivent avoir les services d'attaque, les services de défense. On a fait un choix très différent des États-Unis en France, on pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez, mais à la fois c'est une vulnérabilité très grave qui est exploitée, et en même temps, pour lutter contre WannaCry, les conseils que l'on a donnés sont extrêmement simples. C'est patcher vos systèmes. J'imagine que si vous êtes ici, vous connaissez ce genre de choses et vous le faites régulièrement, évidemment. Faites des sauvegardes, même remarque, et formez vos utilisateurs. Troisième fois, la même remarque. On est malheureusement, ou heureusement, je sais pas, sur des conseils extrêmement simples, des choses qui sont extrêmement efficaces face à ce genre d'attaque, mais on se rend compte, alors les 200 000 attaques, je ne peux pas le garantir, mais 200 000 victimes, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas au moins ces 3 règles absolument élémentaires. Et ceux qui sont dans la salle sont justement, je pense, pour beaucoup, ceux qui rappellent ces règles à chaque fois qu'il y a un problème, sans que ce soit forcément respecté, tant qu'il n'y a pas un vrai gros problème qui se pose. Marc Fontaine, ce type d'attaque, là, massive, je vous en prie, prenez un micro également, c'est le cauchemar pour un CDO à la tête d'un groupe comme Airbus? Quelques précisions peut-être sur Airbus, parce qu'effectivement, on est en position d'observateur particulier sur ces sujets. On est à la fois fournisseur de solutions de sécurité, on est en posture de défense avec l'ANSSI en tant qu'opérateur et cible régulière. Et on a également, comme toute entreprise industrielle, un programme de transformation digitale qui met en œuvre toujours ces compromis ou cette évaluation du risque entre ce qu'on peut faire et l'évaluation du risque et jusqu'où on va sur un certain nombre de prises de décision. Et c'est une vraie révolution sur la manière dont on aborde la sécurité. Effectivement, c'est le cauchemar industriel numéro 1, c'est l'arrêt des lignes de production. On avait fait notre travail correctement, visiblement en termes de patching, mais en particulier. Néanmoins, on en parlait brièvement tout à l'heure, pour les systèmes industriels, et le problème va aller croissant avec les objets connectés, la faille industrielle devient de plus en plus béante sur des systèmes, en particulier dans l'aéronautique, qui ont des longues durées de vie, beaucoup d'obsolescence entre guillemets à gérer. Et la complexité de la gestion bureautique, vous la connaissez, surtout qu'on ait fait le choix du cloud ou pas, ça change un certain nombre d'approches. Mais la partie industrielle en particulier est extrêmement préoccupante et un souci de tous les jours. Je ne parle pas de la partie produit avion, qui elle a été plutôt traitée en amont, dans la mesure où dès 2004, en particulier sur la 380, on a nous-mêmes attaqué nos systèmes. On a bien fait, puisque c'était pas conçu pour résister à des cyberattaques de la cabine ou du sol. Et aujourd'hui, sur la partie produit, puisqu'elle est plus au cœur de notre métier, elle a été beaucoup plus sécurisée. On va y revenir en détail, évidemment, on a un petit peu de temps pour ça, mais c'est vrai que je voyais une étude de PricewaterhouseCoopers,
il y a quelques mois, hein, les 2/3 des entreprises françaises ont été victimes de fraude au cours des 2 dernières années, Guillaume Poupart, et la cybercriminalité, c'est maintenant la 2e cause de fraude. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est très présent, et est-ce que c'est vraiment pris en compte? Est-ce qu'on prend au sérieux le CDO qui vient voir le PDG et qui dit, là, on a quand même des choses sérieuses à mettre en place? De plus en plus, de toute évidence. Peut-être pour revenir sur ces chiffres, toujours pareil, je ne confirme pas les chiffres, parce que c'est très très dur de mesurer, mais la situation est grave, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour les attaquants, c'est facile, techniquement facile, on trouve plein de choses en accès libre, en cherchant un peu sur Internet, après c'est juste de l'assemblage à faire. En plus vous êtes capable d'embaucher quelques gars de talent, il y a moyen en plus d'inventer dans ce domaine-là. Ça peut se faire à distance, à l'autre bout de la planète, hein, c'est de la vraie distance. Ça peut se faire avec une prise de risque vraiment minimale. Ça rapporte énormément. Donc finalement, pourquoi faire du trafic de drogue? Pourquoi faire de la criminalité en tout genre quand on peut faire ça? Et de fait, les gens que l'on voit aujourd'hui basculer sur ces questions de cybercriminalité, qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur, ce sont pas des adolescents qui veulent se faire remarquer. Le côté romanesque de l'attaquant informatique, c'est fini. Hein. Oui. Aujourd'hui, ce sont de très grosses mafias, de très gros groupes criminels qui mènent ça et qui font des... C'est des vraies licornes, hein, comme on dirait dans la Silicon Valley. Donc voilà, ça c'est malheureusement la réalité. Face à ce constat, bon évidemment il y a des gens comme nous qui passons un peu pour des Cassandres, mais enfin qui passons le temps à expliquer pourquoi c'est dangereux, pourquoi il faut aller de l'avant. De fait, il n'y a pas que nous, il y a également les médias, il y a également finalement toute une existence. Aujourd'hui, pour un responsable d'entreprise, un décideur, le fait d'ignorer cette question de sécurité informatique, c'est forcément devenu volontaire, quelque part. Alors, on n'est pas à l'abri d'un phénomène un peu d'autruche, hein, la tête dans le sable, mais c'est difficile à éviter aujourd'hui, sans compter, comme c'était rappelé tu avais justement tout à l'heure, que le côté réglementaire prend le devant des choses. Et ça, c'est le sens de l'histoire. Nous, on va continuer à aller dans ce sens d'utilisation de la réglementation, non pas pour continuer à vous embêter un peu plus, alors que vous avez déjà beaucoup de réglementation pour certains d'entre vous, mais simplement parce que la gravité de la situation est telle qu'on ne peut plus se permettre de considérer que la sécurité numérique est une option. Que ce soit pour les personnes, pour les individus, que ce soit pour les entreprises, pour notre économie, que ce soit pour le fonctionnement de notre société, pour notre sécurité nationale dans certains cas. Donc voilà, on va aller dans ce sens-là. Mais je dois bien reconnaître, et puis j'en parlais tout à l'heure, entre ce que je vis et ce que vivait mon prédécesseur, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je fais face à des gens qui me demandent comment faire, comment se protéger, comment être plus efficace collectivement. Là où Patrick, mon prédécesseur, avait plus tendance à devoir convaincre et à faire face à des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Oui, l'évangélisation, c'est passé. C'est-à-dire que là, maintenant... Ça reste, mais très clairement, le sujet de sécurité numérique devient un sujet de décideurs, devient un sujet de COMEX, devient un sujet pour les ministres. Je vais voir avec les nouveaux s'ils sont réceptifs, mais je ne suis pas très inquiet. A priori, je pense, oui, effectivement. Je ne suis pas très inquiet. Notre président sera également probablement réceptif, il l'est déjà. Voilà, tout ça, on a changé d'air et on est plus dans l'ère des solutions, dans l'ère de l'action, plutôt que dans l'ère de l'alerte. On est entré dans le vif du sujet parce que l'actualité nous y invite et je vais vous poser une question, Guillaume Poupart, de journaliste, pardonnez-moi, avant, mais c'est vrai qu'on a parlé, on se souvient de la guerre froide où c'était déjà des questions technologiques qui étaient au cœur parfois de la suprématie entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Aujourd'hui, on a dit, il y a eu des hackers russes qui ont influencé peut-être l'élection américaine, on a parlé de tentatives aussi sur l'élection française. Là, en l'occurrence, l'actualité de la semaine dernière, ce serait a priori des Nord-Coréens. Est-ce qu'on est dans un risque géostratégique aussi, c'est-à-dire dans une sorte de guerre froide de la cybercriminalité? Alors, le Nord-Coréen... Oui, c'est ça, oui. Ça fait bien, ça surprend. Ça fait du papier, je peux comprendre. Bon, ça me paraît un peu douteux, mais pourquoi pas, hein, rien n'est impossible dans ce domaine-là. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre froide, c'était très marqué par les questions de dissuasion nucléaire. Oui. On ne fait pas une bombe atomique comme ça dans un garage. Enfin, pas une vraie bombe atomique. On peut faire des bombes sales, mais pas des vraies bombes atomiques. Là, on est dans un domaine où, si vous avez une connexion Internet, si vous avez quelques mecs un petit peu doués, déjà, vous pouvez avoir une action extrêmement forte. Ce qui fait que l'arme numérique, c'est une arme fondamentalement asymétrique. Des petits groupes, des groupes terroristes pourraient très bien l'utiliser, des petits pays peuvent très bien l'utiliser. Donc imaginez ce qui se passe quand ce sont de grands pays qui cherchent à développer ce genre d'action. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. L'autre chose, c'est que, même en France d'ailleurs, il faut bien considérer que les combats de demain, que ce soit des combats déclarés ou non, vont se passer en partie
dans le cyberespace, pour prendre le terme classique, vont se placer dans le domaine numérique. Ce ne sera pas forcément exclusivement numérique, mais il va se passer des choses dans ce domaine-là. Et le gros avantage, quelque part, si je me place du côté des attaquants, c'est qu'il y a cette question de l'attribution qui fait qu'on peut mener des actions clandestines, mais véritablement clandestines. Et donc, on va devoir vivre avec ça. Et face à ça, la meilleure défense, ce sera la protection et la défense. On peut avoir une capacité d'attaque à côté, il le faut probablement, mais on ne peut pas reposer sur cette question d'attaque. Et beaucoup de gens parlent de dissuasion dans le domaine cyber, de cyberdissuasion. Ouais. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Avoir une capacité de riposte, pourquoi pas, mais il faut avant tout avoir une capacité de défense. Et une défense, c'est pas faire des lignes Maginot. On m'a parfois opposé, notamment des militaires, c'est dit que la ligne Maginot n'était pas efficace. On est condamné à avoir une défense efficace dans le domaine cyber. Autrement, de toute manière, on va se faire balayer. On n'aura même pas le temps de répliquer. On va en reparler, ça d'ailleurs, parce qu'on avait discuté de ça, Marc Fontaine, en préparant cette table ronde aussi, un peu la suprématie nationale. Est-ce qu'il faut se ranger sous des clouds américains notamment, mais le digital, Marc Fontaine, ça offre évidemment des opportunités aussi pour des grands groupes industriels comme Airbus. On parle des avions autonomes, des drones autorégulés, du cockpit sans pilote. J'aimerais que vous nous fassiez un peu rentrer dans le COMEX, quoi, quelque part, de refermer la porte. Quelles sont les discussions, quelle stratégie on a par rapport à ces questions-là pour un groupe comme Airbus? La question est vaste, mais il y a deux types, je pense, de questions qui sont au niveau du COMEX. Des questions qui sont cœur de métier sur l'avion, où on se rend bien compte, mais c'était un petit peu dans les cartons, que l'on va vers des avions plus intelligents, vers des avions plus autonomes, vers des avions qui s'autorégulent, va vers des avions potentiellement pilotés du sol. On travaillait sur le cockpit à un pilote, on a un petit peu arrêté après Germanwings, vous comprendrez pourquoi, mais c'est des considérations de changement géopolitique qui sont très importants entre la vulnérabilité humaine par rapport à la vulnérabilité système, même si les deux ont des avantages et des défauts. Mais ce sont des sujets qui reviennent à l'ordre du jour, en risque et en opportunité, mais en tout cas, les lignes bougent. Donc ça, c'est la partie cœur de métier, avion, sur laquelle on travaille sur le produit principal, qu'il soit défense, qu'il soit hélicoptère, qu'il soit avions commerciaux. Il y a bien entendu d'autres perspectives ouvertes par la digitalisation sur le cœur de métier, mais qui sont des choses qui vont du très commun pour vous, c'est-à-dire l'exploitation des données des avions en service ou l'entreprise étendue, à des choses beaucoup plus loufoques ou futuristes, suivant le point de vue dont on peut se placer au COMEX, c'est-à-dire les voitures volantes, le fait que les hélicoptères ne sont pas très différents d'une voiture de taxi. Donc est-ce qu'on va assister à une disparition des opérateurs d'hélicoptères, ce qui sont un tout petit peu nos clients, voire des compagnies aériennes? Est-ce que l'avion va devenir une commodité comme le taxi est devenu une commodité? Ce sont des choses, y compris dans le modèle, dans le business model, dans le B2C, le changement B2B, B2C, qu'il nous faut prendre en compte au niveau des ExCom. Le deuxième aspect, il est notre transformation digitale propre, et là on tombe sur des questions qui ont été évoquées. Quelles sont les bonnes solutions technologiques dans un monde qui bouge extrêmement vite, avec une infrastructure comme la nôtre qui est extrêmement lourde, et parfois très ancienne. Ce week-end, comme vous, on a patché des centaines de milliers de machines. Un certain nombre on n'a pas patché ce week-end, on a mis à jour, elles étaient déjà patchées heureusement, mais on a la problématique sur les systèmes industriels qui deviennent de plus en plus, qu'on veut connecter, comme l'avion, pour bénéficier de la transformation digitale, mais qui ouvrent un certain nombre de vulnérabilités, comme le cloud, nécessite une approche complètement différente des infrastructures. J'ajoute juste pour finir, les partenaires avec lesquels on travaille sont en train radicalement de changer. Vous le savez tous en tant que DSI, l'approche traditionnelle que nous avions sur notre IT, sur nos partenariats dans l'IT, est en train de changer radicalement. Pour le meilleur, je pense, pour l'IT, puisqu'on est en train de réinsourcer, de rapatrier un certain nombre de compétences modernes et critiques, alors que l'IT était souvent considéré au niveau des COMEX, justement, outre les aspects sécurité qui, eux, ont toujours été un peu présents dans notre industrie quand même, mais le reste de l'IT était considéré comme un fardeau lourd à porter qui devait faire moins 10% d'économie par an. Ce paradigme-là est en train de changer au niveau des COMEX, et ça les force à s'intéresser
au développement de ces technologies. Ouais. Et ça va intéresser évidemment tous les DSI qui sont dans cette salle, parce que quand on préparait cette table ronde, vous me disiez on change effectivement d'approche, c'est-à-dire qu'on est un peu moins hardware, un peu plus software, justement pour répondre à ce mouvement, à cette obsolescence qu'il pourrait y avoir sinon, c'est ça? Alors ça, c'est très vrai sur le produit, ou si vous regardez les coûts de développement d'un avion commercial, par exemple, le 787 a coûté 30 milliards de dollars à Boeing. Le F-22 a coûté un trillion, je crois, de développement, le F-35, pardon, aux Américains. Une des raisons pour lesquelles les coûts explosent, c'est que la complexité des appareils explose, parce qu'ils deviennent des systèmes de systèmes de systèmes. Et que de plus en plus, on doit concevoir l'avion comme un logiciel. Ça change totalement notre perspective. On n'en est pas là, hein, je vous le garantis. En revanche, on voit bien qu'il va falloir franchir un cap. Il faut contrôler beaucoup plus de compétences logicielles. L'approche ancienne qui était de dire un avion va voler 30 ans et on fera une mise à jour à mi-vie au bout de 15 ans, et là on va changer les racks. Quand on compare ça avec une Tesla, sans vouloir faire des raccourcis, c'est pas le monde de demain. Il va falloir faire des mises à jour logicielles et donc pousser le hardware à son strict minimum sur les parties électroniques et avioniques. Guillaume Poupart, quand on est chargé finalement de garantir la sécurité des grands acteurs économiques notamment, est-ce qu'on a la tentation ou l'envie de pouvoir dire on va limiter le développement technologique au nom du principe de précaution? C'est-à-dire dire attention, il y a peut-être des domaines qui à chaque fois ouvrent de nouvelles failles et là il faut peut-être stopper la machine. Non, la sécurité elle est là pour accompagner l'évolution. À chaque fois qu'on a cherché à dire ça, allez surtout pas dans cette direction, contentez-vous des technologies d'il y a 10 ans, sera beaucoup plus sûr, ça a échoué, c'est une évidence. Non, le message que l'on porte, il est un message de responsabilisation des acteurs. Déjà, de toute manière, si on est systématiquement ceux qui disons non ou qui expliquons qu'il ne faut pas faire, de toute manière, on n'est pas crédible. Oui. Par contre, on doit être capable d'expliquer, de faire acte de pédagogie. On doit être capable de mettre les gens qu'on a en face en position de réfléchir par eux-mêmes et de faire leur analyse de risque. Moi, je ne souhaite pas faire l'analyse de risque à la place de tout le monde, ça n'a aucun sens. D'abord parce que je ne suis pas le mieux placé. On est là pour apporter une connaissance technique, une connaissance de la menace, de donner les clés aux gens que l'on a en face, pour que ce soit eux qui fassent leur analyse de risque et qui se disent « Ok, là je peux y aller, là par contre, ça va probablement un cran trop loin ». Et ça me paraît absolument essentiel de ne surtout pas considérer que, je vais parler pour l'ANSSI, mais la question de la cybersécurité, ce n'est pas la question de l'ANSSI. C'est vraiment la question de tout le monde. Nous, à la limite, on est juste là pour aider. Mais in fine, quand il y a un drame, quand il y a une chaîne de production, je ne vais pas citer de fabricant de voitures, mais quand il y a une chaîne de production à l'arrêt, au final, la victime, c'est pas nous, c'est bien le fabricant en question. Donc cette responsabilisation, d'ailleurs c'est le sens de la loi, hein, même si c'est sous une forme réglementaire, c'est bien de mettre les gens en position d'acteurs et de se poser les bonnes questions. Et c'est ça qui est nouveau finalement, c'est de faire remonter ces questions qui peuvent sembler parfois très techniques au niveau des vrais décideurs, de ceux qui sont en position d'assumer les risques et d'assumer les conséquences le jour où le bon travail n'a pas été fait. Et en même temps, le fait que vous labellisez désormais certaines opérations, certains... Ça va dans le sens de l'aide. Oui, c'est ça. Au-delà des règles, des règles qui sont d'ailleurs plus des bons principes, parce que je veille toujours à ce que ces règles soient implémentables. Côté informaticien, ça ne sert à rien de dire aux gens faites ça si on sait très bien que ce n'est pas faisable. Et donc dans beaucoup de cas, on sait que les gens avec qui on travaille ne seront pas capables de développer en interne la compétence. Une règle qui fait souvent débat, d'ailleurs avec les opérateurs d'importance vitale, ce sont les capacités de détection d'attaque. On pousse beaucoup l'idée qu'il faut à la fois faire de la protection, donc concevoir des architectures robustes, et détecter malgré ça les tentatives d'attaque. Bon, mais peu de personnes peuvent s'improviser experts en détection d'attaque. C'est un métier très particulier. C'est pour ça que nous, on le développe en interne. C'est pour ça qu'on pousse certains industriels qui le font très bien. Il y en a ici, mais il y en a d'autres. On pousse les industriels à développer une offre efficace, une offre de confiance sur ces questions-là. De confiance parce que, attention, quelqu'un qui détecte les attaques, il est fondamentalement accroché à votre réseau, donc vous avez quand même intérêt à avoir confiance en lui. Et la plus-value que l'on apporte, c'est de faire une liste de prestataires qualifiés qui vont, et de qualifier, c'est pas des labels comme ça collés au hasard, hein, c'est bien le fruit d'une évaluation qui est lourde, qui est parfois douloureuse, qui est même souvent douloureuse pour tout le monde, mais in fine, au nom du Premier ministre, je peux signer une qualification qui a un vrai sens. Donc l'idée, c'est bien de fixer des règles, des bons principes, et de donner les outils pour être capable de les mettre en œuvre. Et après, évidemment, il faut le mettre en œuvre, et là reste une
très grosse part de travail, de mise en cause parfois en interne, pour les opérateurs, pour les industriels concernés, parce que c'est avant tout à eux de faire le job. Oui. C'est pour ça que le mot confiance est important dans l'intitulé même d'ailleurs de cette table ronde ce soir. Marc Fontaine, vous l'avez cité d'ailleurs tout à l'heure rapidement, Tesla en comparatif, mais c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui, notamment pour votre industrie, que vous êtes traversé, chamboulé par le digital. Il y a Tesla, mais il y a des acteurs comme Amazon, comme Uber, comme SpaceX, qui viennent un petit peu vous... remettre en cause l'histoire, les acquis qui peuvent exister, notamment avec ce monde séparé entre deux, Airbus et Boeing. Est-ce que finalement ça ringardise Airbus, cette concurrence très digitale? Est-ce qu'Airbus est capable d'être aussi agile qu'eux? Est-ce que l'avenir d'Airbus, en gros, c'est SpaceX? C'est une question qui a été posée assez tôt à la division lanceur. Qui n'a pas eu la bonne réponse, je pense, à l'époque, puisque la réponse traditionnelle, c'était probablement la première véritable incursion dans le domaine aéronautique vue de notre fenêtre. Et la réaction a été celle que vous pouvez attendre. La certification, les barrières à l'entrée, ça marchera jamais, blablabla. Ces gens-là ne connaissent rien. VTC, quoi. Donc, et on a tous eu notre part de responsabilité dans ce domaine. Moi aussi, j'ai un devoir d'évangélisation en interne qui est exactement celui-ci, d'expliquer aux gens que d'abord, cette vague technologique, elle touche toutes les industries en même temps, et l'aéronautique au même titre que les autres. L'aéronautique au sens large. Et peut-être à contrario de ce qu'on pense, que ce soit les acteurs que vous avez cités ou d'autres, adorent les secteurs industriels lourdement réglementés, avec des fortes barrières à l'entrée, et des gros investissements capitalistiques. Ce qu'en interne on opposait à nos concurrents chinois ou autres est très peu valable vis-à-vis des Google et autres. Ils adorent les industries lourdement réglementées parce que par définition elles sont inefficaces. C'est leur constat. La question c'est à quel moment trouvent-ils la fenêtre pour s'engouffrer dans des métiers qui restent extrêmement difficiles, capitalistiques. Sur les lanceurs, ils l'ont trouvé parce que le système à la fois américain et européen était globalement inefficace. Enfin, on voit la division des prix entre un système traité par des agences gouvernementales et des grands industriels qui ne se sont pas nécessairement remis en cause assez tôt, et quelqu'un qui arrive avec une approche design to cost radicale, avec des choix industriels d'ailleurs extrêmement audacieux. Ils ont trouvé une opportunité qui n'était pas innocente parce qu'elle était liée bien entendu au développement de l'Internet. Donc c'est pour ça que ça a attiré beaucoup d'investisseurs des GAFA. Les satellites sont évidemment une cible de prédilection pour les mêmes raisons. Premièrement, l'intensité capitalistique n'est pas très forte à l'échelle des GAFA. Et deuxièmement, c'est un enabler majeur de la propagation de leur business des données. Avec d'ailleurs un conflit asymétrique là aussi. Produire des satellites à perte ne le gêne pas, puisque c'est ce qu'ils ont fait avec la fibre optique. Il suffit qu'il y ait des gens comme AT&T qui perdent beaucoup d'argent sur la fibre optique, eux gagneront de l'argent sur la donnée. Donc on fait très attention à s'engager sans s'engager dans leur modèle, puisque nous n'avons pas la partie contenu. Néanmoins, ça présente pour nous, vous parliez de ringardisation, des grandes opportunités, puisque si on prend les choses à bras-le-corps, il y a des inefficacités par construction depuis les décennies qu'opèrent nos systèmes, qu'opèrent nos produits. Et il y a qu'on peut aujourd'hui qu'on peut résoudre assez facilement au niveau informatique. Et je crois qu'il y a beaucoup de transformations en ce qui concerne Airbus et Airbus Group, ces différentes divisions pour lesquelles on a échoué parce qu'on est toujours trop lourd, on est toujours trop bureaucratique quand on est 140 000 personnes. Il y a beaucoup de choses dans les COMEX, sur lesquelles on a été frustrés. On a eu, pendant une dizaine d'années, une grande stabilité du management. On a eu des moyens, on a eu des programmes, on a eu beaucoup de programmes de changement, et on s'est dit, mais on n'y est toujours pas. C'est toujours lourd, ça fonctionne toujours en silo. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait les moyens, on avait la bande passante de management, on a renouvelé les hommes, on a changé les process, on a changé les organisations. Il y a une seule chose qu'on n'a pas changé, c'est les outils. Et c'est cette révolution-là qui est en train de se passer. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, et ça impacte au premier plan la DSI, les outils permettent de faire des choses totalement différentes, entre fonctions, la continuité digitale dans l'entreprise, et à un coût, ça c'est très important, à un coût qui est une fraction
de ce qu'on avait l'habitude de dépenser. J'allais faire rebondir Guillaume Poupart sur ce que vous dites, parce que c'est ce que vous observez quand même, cette espèce de mue un peu poussée par les digital natives qui viennent concurrencer les grands acteurs. Et vous qui êtes à la tête d'une administration, l'idée qu'on dise que quand on est en monopole ou un gros acteur en situation monopolistique, on n'est pas efficace. Moi j'ai tendance à penser que ceux qui ne se transformeront pas disparaîtront, et que c'est valable dans le privé, mais peut-être même dans le public également. Et je fais partie de ceux au sein de l'administration qui, je l'espère, œuvront pour chercher à pousser cette transformation numérique. Il n'y a pas de too big to fail avec le numérique, c'est ça que vous voulez dire? Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas, sincèrement. Et donc il faut, dans l'administration aussi, dans le public, puisqu'on en parlait, là faire œuvre de démonstration, de dire c'est pas parce qu'on est un monopole d'État qu'on est à l'abri de ce genre de révolution technologique. L'administration comme monopole d'État, je ne sais pas trop, c'est ce que vous voulez en venir là. Non, ce que je pense très clairement, c'est que ce qui est certain, c'est que le rôle de l'État n'évolue pas, à mon avis, avec le numérique. Les gens qui veulent nous faire croire que l'État devrait s'effacer au profit de certains géants du numérique, parce que maintenant c'est là que ça se place, tout ça. Non, absolument pas. Le rôle de l'État, notamment dans ses activités régaliennes, par définition, et notamment dans celle d'assurer la sécurité de nos concitoyens, ne doit pas changer. Par contre, ce qui doit changer, c'est la manière dont l'État exécute cette mission-là. On ne peut pas protéger nos concitoyens, notre économie, notre nation aujourd'hui avec les méthodes du XXe siècle quand c'est pas celle du XIXe. Et ça passe par une transformation à tous les étages, en termes de fonctionnement interne, en termes de relations avec nos concitoyens. C'est un travail qui est énorme et sur lesquels, je ne suis pas ici pour taper sur l'administration, mais il y a des freins énormes en interne, à n'en pas douter. Et en même temps, il y a des gens qui ont envie de faire ça. Donc voilà, moi j'attends avec impatience cette transformation numérique au sein de l'État, le fait de simplifier les choses, bien évidemment, mais pas que ça. Le fait d'aller chercher une efficacité que l'on ne connaissait pas dans le passé, parce qu'on n'a juste pas les techniques. Mon ami Henri Verdier à la DINSIC, lui, il essaye d'agiter ça justement pour faire rentrer du big data et tout ça, mais pas pour aller fliquer les gens, mais bien pour aller les aider plus. Il a mené des expérimentations avec Pôle emploi et tout ça qui sont absolument remarquables. On voit bien que ce qui peut fonctionner dans le privé, ce qui est mis en avant par les GAFA ou par d'autres acteurs du numérique, peut fonctionner au niveau de l'État. Par contre, l'État doit bien continuer à assumer ses missions régaliennes, et ça nécessite une véritable transformation interne. Marc Fontaine, j'aimerais qu'on évoque, parce que ça c'est quand même au cœur aussi du développement de votre secteur et puis de l'économie au sens large. On parle de protection, vous disiez tout à l'heure, Guillaume Poupart, la ligne Maginot, ça ne marche pas plus dans la vraie vie que dans le numérique, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas déjà sur un combat perdu en termes de sécurité quand on sait que même un géant comme Airbus est conduit, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, à mettre un certain nombre de ces données sur des clouds qui sont quand même en très grande partie, très grande majorité, contrôlés par des géants américains, privés en plus? C'est une très bonne question. Non, mais c'est une très très bonne question. On en parlait encore cet après-midi, et je vais vous donner un diagnostic qui est totalement personnel, donc je sais que ça va sortir de la salle. On va le voir passer sur les hashtags. On a fait le point aujourd'hui des investissements consentis par Amazon, Microsoft et Google sur le cloud public. On arrive à probablement 20 milliards d'investissements par an. Donc, la question pour moi du cloud européen est terminée. C'est la question que j'ai posée à mes équipes et que je pose à certains partenaires. Est-ce que, compte tenu de cette prise de conscience, on a une chance de voir renaître un cloud public avec des sociétés européennes? Personnellement, je ne le pense plus. Pour ces raisons qui sont des rapports de force. Je pense que le seul cloud public qui va émerger, c'est celui de la Chine. Parce que la Chine va faire comme pour Uber. Le Uber chinois est plus gros que le Uber américain. Elles vont mettre les barrières. Huawei coopère déjà avec le premier opérateur chinois. Les données ne sont pas exportables de Chine, en particulier dans l'aéronautique. Et donc on va voir émerger un Alibaba, Amazon technique chinois qui sera un opérateur de cloud public. Est-ce que c'est une opportunité manquée pour l'Europe et pour certaines sociétés? Je pense. Après, et l'ANSSI et d'autres partenaires travaillent sur des solutions, quelles sont les solutions de cloud privé? Et donc pour nous, c'est un débat, c'est-à-dire il y a beaucoup de gains
en dépit d'un certain nombre de risques, à aller sur le cloud, surtout quand on a une surface aussi large que la nôtre. Il y a beaucoup de gains à faire sur les parties automatisation des tâches IT, y compris les mises à jour et les solutions de sécurité. C'est une discussion. La discussion sur quel est le risque, quelle est votre décision, c'est une discussion qu'on internalise. Aujourd'hui, on a une sécurité qui me rapporte d'ailleurs, parce qu'on veut être capable de faire les arbitrages, entre je vous présente le risque, prenez votre décision de management, dans le cadre bien entendu de la réglementation. Mais on a beaucoup de latitude sur la prise de risque. Mais on n'est plus dans une solution où, ah ben non, ça on ne fait pas, par définition, par principe. On a dépassé largement cet élément-là, même quand on s'appelle Airbus. Et la question principale pour nous, ça va être opérateur de défense, opérateur d'installation critique potentiellement. Ça va être quelle est la dimension d'un cloud privé que l'on doit pouvoir gérer sur nos installations, pour des tiers, éventuellement, sans pour autant couper le lien avec un cloud public. Parce que, je prends juste un exemple simple, si on développe de la maintenance prédictive sur les avions, Airbus, on va développer sur des solutions cloud en particulier, parce que les volumes d'informations traitées sont absolument monstrueux, des applicatifs, et on va le faire en partenariat avec les compagnies aériennes, et nos sous-traitants, et nos partenaires. Mais les mêmes algorithmes vont s'appliquer à la 400M ou aux 330 MRTT pour la défense. Dans ces cas-là, probablement notre client défense va nous dire je veux traiter cette partie-là chez moi ou chez vous, mais dans un espace européen, dans une réglementation européenne. Parce que ce sont des données sécurité défense. Enfin, ça peut pas. Alors ça pose la question de. Chez nous aussi, on est un peu extrémiste. On a beaucoup de gens qui vous disent que tout est sécurité défense et quand on fait ça, on distingue mal quelle est la donnée critique et quelle est la donnée véritablement réglementée. Donc il faut avoir une approche très responsable de la donnée. Et ensuite, il faut trouver ces solutions qui se parlent entre un cloud privé et un cloud public. Et aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, mais il y a très peu d'options. Et au-delà du fait qu'on prend quelques risques qu'il faut gérer dans le cloud, la question de quelle est l'articulation cloud public, cloud privé, me paraît fondamentale pour des entreprises comme les nôtres. Alors, Guillaume Poupard, là, je vous demande de réagir par rapport à ça, parce que c'est passionnant, évidemment, ce que nous dit Marc Fontaine, et c'est finalement sans doute au cœur aussi, vous, de vos réflexions. C'est-à-dire, le cloud européen, on oublie, et il va falloir au moins passer pour certaines activités par les Américains. Je suis moins d'accord, évidemment. Je m'en doutais un petit peu, oui. Je ne suis pas d'accord en tant qu'ingénieur. Moi, les données qui passent leur temps à traverser l'Atlantique, ça me choque en tant qu'ingénieur. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des data centers et des clouds en Europe, d'un point de vue technologique. Et l'autre chose, c'est que la technologie ou l'économie, ça ne fait pas tout. À un moment, il y a des questions de droit. Il faut imposer nos règles. Il faut imposer des règles qui ont un sens, bien évidemment. Donc, nos rêves d'avoir des clouds français et tout ça, et puis 28 clouds en Europe, ça n'a probablement aucun sens. Mais en termes de réglementation, et je parle sous votre contrôle, je pense que ça a un sens de dire que les données des Européens doivent être soumises à la réglementation européenne et pas à la réglementation d'un autre pays, fût-il un allié aussi important et puissant que les États-Unis. Donc nous, on lutte beaucoup contre cette idée que, notamment avec le concept de free flow of data qui nous hérisse, au nom de quoi les données devraient-elles pouvoir comme ça circuler systématiquement sans qu'aucun frein ou sans que le moindre frein de sécurité ne soit considéré comme une barrière commerciale. Non. Je suis persuadé au contraire que sur une plaque européenne, il y a une taille critique qui est suffisamment importante pour que les contraintes réglementaires de sécurité, les contraintes économiques soient conciliables. Alors pour ça, il nous faut des acteurs, évidemment, pour le faire. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas travailler avec des acteurs qui ne soient pas purement européens. Vous les connaissez tous, je ne les cite pas. Mais par contre, laisser faire n'importe quoi, ce n'est probablement pas la solution. Tout le travail que l'on a à faire collectivement, c'est de trouver quelque chose qui soit le meilleur compromis. En sécurité, on n'aime pas les compromis, mais de fait, c'est bien ce qu'il faut chercher, entre ces questions réglementaires, économiques, sécuritaires, même de facilité d'emploi pour les utilisateurs. Et il n'y a aucune raison de se soumettre forcément à l'offre du marché qui, parce qu'elle est dominante du côté américain, devrait forcément s'imposer ici en France et en Europe. Industriellement, économiquement, on a les moyens de répondre à ces milliards investis de l'autre côté ? Si je peux juste ajouter à ça, il y a déjà, entre ce que j'ai dit et
ce que vient de dire l'ANSSI. Il y a une réalité entre les deux qui est, on peut avoir une implantation de sociétés américaines sur des infrastructures européennes. Donc c'est pas uniquement on envoie tout en Californie et on n'a rien chez nous. Il y a également l'aspect on-premises, donc qui est un facteur fondamental en particulier sur lequel on peut tout à fait prendre une technologie, la mettre dans un bunker au sous-sol de ce bâtiment et couper toutes les connexions, même si c'est une solution... Pour l'ultra sensible, on peut faire ça. Mais même si c'était une solution Microsoft ou une solution Amazon Stack ou une autre. Donc il y a je pense qu'il y a toute une panoplie de choses, depuis le cloud privé qui nécessite des investissements moindres, des clouds défense bien entendu, puisque les forces armées au niveau national et européen devront répondre à la transformation digitale et arriveront bien entendu à la même conclusion. Donc il y aura des clouds étatiques, régaliens, il y aura des clouds privés dans des sociétés européennes, il y aura des sociétés américaines avec des implantations européennes dans le cadre de réglementation européenne, avec des opérateurs habilités, comme c'est le cas par exemple pour Microsoft en Allemagne, où leur cloud européen est opéré par des nationaux allemands avec habilitation allemande pour être capable de répondre justement à ces demandes spécifiques de la réglementation. Donc il y a toute une palette. Je faisais référence à la maîtrise ou le volume d'investissement des technologies qui effectivement aujourd'hui est plutôt à l'est et à l'ouest, mais qui ne présage pas de la manière dont on doit travailler ensemble. On arrive à la conclusion, oui. Juste une remarque. Il y a évidemment des cas où la massification des données est telle et tout ça, et je rejoins sur les applications que vous avez citées. Enfin, évidemment, le cloud est une évidence. Il y a d'autres cas, je ne les citerai pas, mais je les ai bien en tête, où c'était très compliqué. On se demandait comment faire pour utiliser le cloud et tout ça. Hein. Et à un moment, je viens dire, mais c'est grand comment votre truc? Alors ça, c'est une question qui est très dure mais bon, voilà. Après une demi-heure de sketch, c'était un serveur. Ouais. Voilà. Donc on ne met pas tout dans le cloud parce que c'est bien et parce que c'est à la mode. Ouais. Là aussi, il faut avoir un certain recul et une maîtrise. Quand bien même on ne maîtriserait pas toutes ces infrastructures, au moins une maîtrise technique pour savoir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'on développe et où est-ce que ça doit aller. Voilà. S'il y a besoin d'un serveur, on prend un serveur. Point. En guise de conclusion, l'un et l'autre, je vais vous poser la même question parce que finalement, vous êtes au cœur, Airbus encore plus parce que c'est historique, j'ai envie de dire, d'une dimension européenne. La réponse, je commence avec vous Guillaume Poupart, la réponse aujourd'hui à la sécurité informatique, elle est européenne et pas uniquement nationale? On ne peut pas se réduire à un seul niveau. Il y a des réponses qui sont très localisées, il y a des réponses qui sont nationales. Il y a des tas de choses qui sont directement liées à des questions de souveraineté nationale. Et ben, la souveraineté nationale, ça se traite au niveau national, qu'on le veuille ou non. Il y a plein de choses qui se traitent au niveau européen, même si c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, on travaille par exemple beaucoup avec la Commission sur des questions de certification, d'évaluation de certification. Quand les industriels viennent me voir en disant « bah oui, mais bon, nous on ne peut pas aller se faire évaluer, certifier dans 28 pays », je le comprends, sans aucune difficulté. On a besoin d'une certification européenne, à n'en pas douter. Et ce sont des travaux qui sont en cours, qui sont compliqués, mais qui sont en cours. En fait, et puis il y a des choses qui peuvent tout à fait se traiter au niveau mondial, ou dans des coalitions qui sont bien plus larges que le strict périmètre européen. L'important, c'est de toujours bien se placer et d'aller chercher les outils là où ils sont efficaces. Voilà. Donc tout ce qui est dogmatique, genre non, moi je veux des technologies françaises en France, avec des ordinateurs français, avec des composants français, évidemment, ça va être dur à trouver en plus. C'est dur à trouver, mais on doit justement s'adapter pour trouver le meilleur compromis, prenant en compte des questions économiques, des questions de sécurité, des questions de droit. Et une fois encore, tant qu'on n'est pas dans ce compromis, on a probablement tout faux. Marc Fontaine, la même chose. C'est cette échelle. À quelle échelle on est en fait en guise de conclusion par rapport à ce risque IT? Moi, je dirais essentiellement que comme tous les changements, faut les embrasser. Faut regarder les choses en face et après trouver les meilleurs compromis. C'est plus facile quand on s'appelle Airbus et qu'on est numéro 1 ou numéro 2 mondial suivant les années. Parce que même avec des acteurs américains, on a une possibilité de discuter d'un certain nombre de choses, y compris d'exclusivité vis-à-vis de notre concurrent, qui sont assez intéressantes. Ça ne règle pas tous les problèmes étatiques, mais ça nous met dans les positions. Donc quand l'Europe gagne, quand l'Europe se structure, en particulier avec des acteurs économiques puissants, on a des réponses et on a face à nous généralement des gens quand même responsables, quel que soit le fournisseur ou le partenaire en Europe, voire même aux États-Unis. Donc
je suis convaincu qu'on trouve toute la gamme de solutions. On a des solutions dans la défense pour des choses défense, on a des solutions même civiles, privées, il y a des solutions publiques. Il faudra trouver les meilleurs compromis, d'autant plus que cette tendance va s'accentuer parce que l'ouverture n'est pas une option, donc la défense devient encore plus critique pour les opérateurs nationaux, mais pour les industriels eux-mêmes. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et c'est tellement dans votre actualité à vous quotidienne, dans votre quotidien et dans l'actualité globalement qu'on est en train de vivre à l'échelle nationale ou mondiale. Merci Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, et Marc Fontaine, Digital Transformation Officer et membre du COMEX d'Airbus. Merci à tous les deux. Bonne soirée à vous.